Déjà, j'étais boursier. Mes études ont été financées en partie par le gouvernement sénégalais. Je ne savais pas mieux qu'une personne aille prendre du savoir et revenir appliquer ce savoir dans son pays. J'avais pris la décision de revenir au pays déjà, avant même de finir mon master. J'avais aucune notion pour gérer mes finances. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la finance. Il est beaucoup plus facile de croître dans nos pays que dans les pays là-bas. Moi, je dis, il est plus facile d'être millionnaire au Sénégal qu'en France. On se donne les moyens, mais c'est Dieu qui décide. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode des Esprits Positifs, le podcast des récits inspirants, le podcast qui va à la rencontre des personnes qu'on qualifie d'ordinaires, mais qui en réalité font des choses extraordinaires. Au Sénégal, les gens ne vivent pas, ils essaient juste de tenir jusqu'à la fin du mois. On nous apprend à chercher un travail, mais on ne nous apprend pas à créer de la richesse. Résultat, des années de sacrifices, des diplômes, des salaires, mais toujours les problèmes financiers qui persistent. Qu'est-ce que les autres qui partent de rien et qui finissent à créer des millions, à avoir des milliards et comprennent et que nous ignorons? Aujourd'hui, dans Esprit Positif, on va avoir une discussion sans tabou, sans filtre. On va parler d'argent, on va parler de pauvreté, des erreurs financières et des stratégies pour passer de zéro à des millions. Parce que notre invité est expert en la matière. Et je vous rappelle, il a eu son diplôme à la prestigieuse université de Sorbonne. Donc, cette discussion, si vous nous suivez jusqu'à la fin, va littéralement changer votre façon de voir avec l'argent. Omar, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Esprit Positif. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. On s'est fait l'honneur d'accueillir personne comme toi qui a fait Sorbonne. Bon, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui peuvent se targuer d'avoir fréquenté cette prestigieuse université. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur votre parcours? Qu'est-ce que vous a amené jusqu'à Sorbonne, la formation académique, la formation professionnelle? D'accord. Bon, déjà, je dirais que le plus important, c'est pas forcément le fait que j'ai eu à faire la Sorbonne ou pas. Déjà, il faut savoir que j'ai eu un bac scientifique ici au Sénégal, à Dakar, ici à Point E, au lycée, dans un lycée privé ici. Je suis allé en France. J'ai fait des études. Au début, j'ai fait des études en maths. Je suis un mathématicien. J'ai fait des études en maths et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis spécialisé dans la finance et l'économie. Et c'est là où j'ai eu à faire un master 2 au niveau de la Sorbonne, en finance et économie. Donc, c'était pas un programme bien défini quand vous partez du Sénégal pour aller en France en disant que non, je vais étudier l'éducation financière. Il y avait les mathématiques et après en cours de route, vous vous êtes bifurqué jusqu'à la finance. C'est un peu ça. Moi, j'ai fait, comme j'ai dit, je suis un maths. Donc, j'ai fait S1, maths physique, pur et dur. Donc, lorsque j'allais en France, j'ai débuté avec, comme ici, à Charles de Diop, une licence MPI, maths physique informatique. Et une fois que j'ai fini, après, je suis allé faire une double licence, maths informatique. Après, j'ai vu que voilà, il y avait un master qui était assez, comme tu le dis, prestigieux, qui avait ouvert ses portes et qu'on pouvait candidater. Et j'ai candidaté et on m'a pris. Du coup, là, je me suis retrouvé dans le monde de la finance et de l'économie. Et pourquoi cette bifurcation? C'est parce que vous vous trouvez dans des réelles difficultés à arrondir les fins du mois en France. Est-ce que vous étiez dans des difficultés financières? Du coup, vous vous dites non, il faut que j'ai les notions de la finance, j'ai les notions en économie. C'était ça? Bon, déjà, faut comprendre que la finance, c'est très large. J'ai fait beaucoup de finances, dont dans la finance de marché, ce que vous voyez dans les films, dans l'économie, qui concerne les pays développés comme les pays sous-développés. Mais oui, au cours de mon cursus, j'ai eu, à un moment donné, vous savez, j'ai une anecdote que je raconte souvent. Lorsque je venais d'arriver en France, quelques années après, j'ai touché un rappel de bourse, parce que j'étais boursier du gouvernement sénégalais. Et on m'a rappelé à l'époque, lorsque j'étais étudiant, j'avais touché 1 million ou bien quelque chose comme ça. Et je l'ai dépensé en 2 jours, 48 heures. Il me restait quelques euros. Mais je l'ai gaspillé vraiment. Parce que j'avais aucune notion pour gérer mes finances. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la finance. Wow, il faut être fort pour dépenser 2 millions, 1 million en 48 heures. En France, c'est rien du tout. Ah, ok. Ça peut aller très vite. Mais bon, pour un étudiant quand même, On ça était, fait, oui, ça oui, fait quelque chose. ça peut aller très vite. Mais bon, j'ai acheté des sneakers, des chaussures, des parfums, des montres qui coûtaient cher.
l'argent c'est parti très vite. est parti en fumée. Sauf que c'était déjà parti lorsque je me suis rendu compte que c'était parti. Et est-ce que vous avez un souci, les parents envoyaient de l'argent ou bien c'est l'État, comme vous étiez boursier, c'est l'État qui s'est chargé de tout. Après, comment vous faisiez pour gérer les fins du mois un peu difficiles? Il y avait un peu du tout. Il y avait un peu de tout. Il y avait bien sûr, comme tous les étudiants qui partent à l'étranger, il y a toujours la famille des fois qui complète. Il y a la bourse. J'ai eu la chance, c'est une chance hein, d'avoir la bourse. Parce qu'il y a même des étudiants qui méritent les bourses en France qui n'ont pas. Et bien sûr, durant les étés, je travaillais parfois. J'ai eu à travailler durant les étés. Après, vous avez vu une annonce où on a mis qu'il y a une formation qu'on fait à Sorbonne et qui débouche sur l'économie Les finances. et les finances. C'est ça, c'est un master qui est connu. Et C'est le master MMEF. bon, Troisième EF. c'était prémédité ou bien c'était préparé depuis longtemps ou bien Non, pas ça a du tout. venu d'un coup de tête. Non, pas du tout. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait la double licence, déjà, lorsque tu termines la licence là-bas, tu postules pour des masters. Master 1 déjà. J'ai postulé pour des masters qui étaient dans la même école. C'était Paris-Saclay. J'ai fait un master en mathématiques appliquées. C'était appliqué un peu à la finance. Mais c'était pas encore de la finance et de l'économie pure et dure. Une fois que j'ai fait le master 1, là maintenant, à la fin du master 1, tous les élèves appliqués essayaient de candidater dans d'autres masters. Moi, je vais candidater à 2 ou 3 masters. Bon, les 2 autres, je vais candidater parce que voilà, pour ne pas quand même rester sans master. Mais c'est ce master que je voulais. J'ai candidaté, je me rappelle, hein, j'en ai parlé sur LinkedIn. J'ai candidaté, je pense, un jour ou 2 jours avant. Parce que j'étais même pas au courant, c'est un de mes camarades maliens, que je salue au passage, Boubacar Sidibé, qui m'en a parlé. Je connaissais l'école, mais le master, je savais pas qu'on était à 2 jours de la fermeture des candidatures. Il m'a dit de candidater. On a candidaté ensemble, même, je me rappelle, dans la même chambre. On a candidaté après. J'ai été pris. Bon, est-ce que le premier jour à Sorbonne, c'est comme dans l'imaginaire, il y a les bâtiments, on entend des grands noms qui ont fréquenté cette école. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entres pour la première fois à Sorbonne? Bon, déjà, moi, je vais dire, je sais pas si je vais casser un mythe ou pas, mais bon, c'est une école comme toutes les autres écoles. Après, voilà, après, c'est un peu comme le rêve américain. Lorsqu'on en parle comme ça a l'air incroyable, mais lorsque tu plonges dedans, tu te rends compte, bon, que c'est la vie de tous les jours. L'école est prestigieuse. Il y a des élèves qui sont incroyables parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être dans une faculté ou en fait, dans une classe où en fait, il y avait beaucoup d'étrangers. Limite, il y avait que des étrangers. Il y avait des Français, mais il y avait beaucoup d'étrangers. Des Polonais, des Maliens, un Malien, un Sénégalais, il y avait 2 Noirs. Il y avait d'autres Africains qui venaient d'autres pays, Maroc, Tunisie. Et tous les cours se faisaient en anglais. Du coup, c'était bien, c'était quand même une belle expérience. Avec des profs qui ont eu renommée mondiale. Ok, mais bon, ça ouvre des portes vers Sorbonne, il y a le réseau, et puis les gens te regardent différemment quand tu poses sur la table le diplôme de Sorbonne. Bon, Oui, est-ce que oui, ça t'a oui. ouvert des portes après? Bon, il y a 2 choses. L'avantage de faire certaines écoles, c'est en France déjà, ce sont même les entreprises sont connectées à ces écoles. En général, pour trouver un stage ou un premier job, c'est les entreprises qui recrutent directement dans les écoles. C'est un peu comme à Harvard, MIT. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de têtes au niveau des grandes entreprises américaines. Ce sont des gens qu'on est allé dénicher au niveau de certaines écoles. C'est comme ça que ça se passe dans certaines écoles. Après, moi, j'avais pris la décision de revenir au pays déjà, avant même de finir mon master. Et voilà, ça nous amène à la question suivante. Pourquoi le choix? Si on a la possibilité de toucher le mont Jura, d'avoir des opportunités en France, de revenir au Sénégal, on sait qu'ici c'est difficile. Tout n'est pas encore en règle, le pays est en évolution et en développement, on peut dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse un Sénégalais qui a fréquenté Sorbonne à venir? Non, je reviens au Sénégal, je participe à bâtir mon pays. Je pense que tu as répondu à la question. Tu viens de dire que nous sommes des pays en voie de développement, où limite tout est à faire. Du coup, est-ce que tu penses que déjà j'étais boursier, mes études ont été financées en partie par le gouvernement sénégalais. Est-ce que je pense que est-ce que ça ne serait pas mieux qu'une personne aille prendre du savoir et revenir appliquer ce savoir dans son pays Mais pour aider son pays à se... au-delà du patriotisme, il y a le confort que les pays étrangers nous offrent. Ça se crache pas. Déjà, ce confort, il y a une partie, c'est déguisé un peu.
Il y a des Sénégalais qui sont là-bas et qui ne sont pas forcément dans un confort. Et en tant que, ce qu'il faut savoir, c'est, lorsqu'on quitte une bonne école en France, ou bien dans d'autres pays, au début, peut-être qu'on va gagner plus d'argent qu'ici. Mais sur le long terme, pas forcément. Il est beaucoup plus facile de croître dans nos pays que dans les pays là-bas. Déjà, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la racisme, il y a d'autres choses. Être millionnaire, moi je dis, hein, il est plus facile d'être millionnaire au Sénégal qu'en France. Pour un Africain, bien sûr. Je vais pas dire c'est impossible là-bas, mais il est plus facile ici. Pour diverses raisons qu'on va aborder après. Mais Omar, après Sorbonne, vous avez décidé de retourner au pays. Maintenant, une fois au Sénégal, on cherche un emploi ou bien on avait déjà un emploi, l'entretien s'était fait à distance ou bien à tue-tête, tu te dis que moi, je mets les bagages et je retourne au Sénégal. Bon, déjà, comme je l'ai dit, au début, je savais pas que j'allais revenir au Sénégal forcément. C'est au fur et à mesure que j'avançais que je me rendais compte que vraiment, moi, je voulais évoluer et grandir dans mon pays, au Sénégal, pour diverses raisons. Et du coup, à partir de ma licence 3, master 1, master 2, je savais que je voulais rentrer. Ce que j'ai fait, j'avais aucune idée, aucune notion de l'environnement professionnel ici. Du coup, j'ai demandé à faire mon stage de master 1, qui n'était pas obligatoire, mais qu'on demandait quand même à faire, c'est mieux. J'ai demandé à le faire à ma responsable de master, à le faire au Sénégal, pour tâter le terrain. Je l'ai fait. Je suis venu, j'ai fait un stage, je pense, de 3 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Après, je suis reparti. Par contre, je suis reparti avec beaucoup de contacts. Parce que ce que j'ai fait, je suis allé voir mon tuteur de stage à l'époque. C'était dans une banque de la place. Et je lui ai dit, est-ce que vous connaissez des gens qui sont dans le monde de la finance, qui sont ici à Dakar? Naturellement, c'était un directeur. Il connaissait forcément des gens. Il m'a mis un rapport. Du coup, j'ai fait des entretiens. Pas pour embauche, mais des entretiens juste pour avoir les contacts. Malheureusement, les jeunes ne le font pas. Les jeunes ne vont voir des directeurs que pour des entretiens. Moi, je l'ai fait juste pour avoir des contacts sur mon téléphone et avoir le carte de visite. Je suis reparti en France faire mon master 2. À la fin de mon master 2, on commençait à prévoir les stages de fin d'études. J'ai dit à mon responsable que moi, je veux rentrer et je veux faire mon stage de fin d'études au Sénégal. Mais avec une conviction très forte, c'était très difficile de me dire non, parce que je voulais rentrer. Je l'ai dit clairement à mes responsables. Après cela, du coup, parmi tous mes contacts, j'ai repris contact avec une personne qui est directeur, qui m'a dit envoie ton CV et qui m'a posé des questions un peu via un entretien à distance. Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ça? J'ai répondu, c'est un peu bon. Il a estimé mon niveau. Il m'a dit d'accord, tu peux venir. Je viens, je débute avec le stage de fin d'études et depuis que je suis venu au stage de fin d'études, je suis pas retourné. Donc, c'était clair que tu serais embauché. Non, c'était pas clair. C'est ce que j'ai fait, mais c'était pas clair. Mais comme on dit, je pense qu'il y a une histoire qui dit en fait que les soldats avec le capitaine sont allés dans une île. Mais le capitaine, pour s'assurer que ces soldats vont gagner, il a demandé à ses soldats de brûler le bateau. Et il ne restait que le bateau des ennemis. Soit ils gagnaient, soit ils mouraient. J'ai vraiment fait ça. C'est-à-dire que ma carte de séjour allait expirer lorsque je suis au Sénégal. La carte de séjour, je sais pas si vous voyez c'est quoi. En France, les étudiants, ils ont des cartes de séjour. Si tu n'as pas encore la nationalité. Ma carte de séjour a expiré ici. Et du coup, pour retourner, je devais refaire tout le process du visa. Et je pense que vous savez comment c'est compliqué. C'est comme ça que en fait, j'ai vraiment décidé de rester et je me suis donné les moyens. Et voilà. On se donne les moyens, mais c'est Dieu qui décide. Et Dieu a fait que j'ai pu rester. Bon, après, venir en tant que stagiaire, c'est un peu différent de venir. Venir en tant que stagiaire, c'est comme on peut dire, vous êtes encore en vacances. Oui, En c'est-à-dire, vacances. Vous ne connaissez pas les réalités du boulot comme quelqu'un qui travaille en permanence 12 mois sur 12 mois. Après le stage, après que on t'a embauché, est-ce qu'il y a les réalités qui changent? Est-ce que les attentes ne sont pas déçues? Est-ce que tu t'attendais à voir ce que tu vois en entreprise? bon, déjà, moi, je ne connaissais pas encore le monde de l'entreprise. Là-bas comme ici. Du coup, en général, ceux qui sont déçus, ce sont les gens qui ont travaillé là-bas. Ils viennent ici et qui voient que dans certaines entreprises, il n'y a pas la même rigueur. Ou en tout cas, nous avons des méthodes de travail qui sont différentes, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui sont différentes.
c'est en général ces personnes qui sont des fois où il y a un écart. Moi, j'ai pas travaillé là-bas. J'ai commencé à travailler ici. Du coup, voilà. C'était clair. Je me suis adapté. C'était clair dès le départ que vous vouliez rentrer. Mais pourquoi, après seulement quelques années dans le corporate, vous étiez tout et je me lance dans l'entrepreneuriat? D'accord. C'est un monde assez risqué où on est incertain du lendemain, alors que là, on a un salaire, une sécurité sociale, Mhm. on paye la location, bon, il y a l'argent qui rentre chaque mois, même si on ne travaille pas. Alors que l'entrepreneuriat, tu peux gagner 100 millions et retrouver 4 mois, 5 mois avec 0 franc. Mhm. Pourquoi tu as risqué avec ces choix-là? Déjà, faut comprendre que moi, j'ai deux postures. Je suis salarié entrepreneur. Je suis salarié, je suis responsable dans une boîte, dans le monde de la finance toujours, et je suis en même temps entrepreneur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est le salariat et l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Tous les deux, disons en fait, c'est pour le développement du pays dans lequel on est. Mais juste que le salariat, c'est à petite échelle. Et l'entrepreneuriat, tu as un impact beaucoup plus direct sur le développement. Et je pense que c'est des postures. Bon, il y a certains qui disent que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je suis pas trop d'accord avec ça. Mais l'essentiel, je pense qu'on va en parler après, c'est celui qui veut être entrepreneur. L'essentiel, c'est d'aborder la chose d'une bonne posture. Si je peux dire ça comme ça. Bon, Ne pas tomber dans l'échec. il y a une vague de commentaires ou bien d'idées reçues qui viennent maintenant sur le net, à savoir faire la dualité entre l'entrepreneuriat, le salariat. Bon, quel est ton avis là-dessus? Mon avis sur quoi exactement? Sur le fait, est-ce qu'il faut être entrepreneur ou bien il faut être salarié? Déjà, Que l'entrepreneur, il peut être riche, oui. alors que le salarié, il ne pourra jamais être riche, même s'il est DG de banque. Ok, d'accord. Il y a une nuance. C'est pas que le salarié ne peut pas être riche, mais on dit que le salariat ne rend pas riche. Le salariat uniquement ne rend pas riche. C'est-à-dire qu'une personne qui s'en tient à son salaire, qui gagne son salaire tous les jours, tous les mois, qui vit avec et qui vit ainsi de suite mois après mois, n'est pas riche. On se comprend? Peut-être qu'on va en venir, parce que c'est quoi la définition de la richesse? Être riche, c'est avoir des revenus passifs qui permettent de subvenir à tes besoins, sans être obligé de travailler. Du coup, tu vois clairement que c'est pas la définition du salariat. Par contre, tu peux utiliser ton salariat. Il y a deux choses. Tu peux être salarié et investisseur. Tu peux être salarié et investir ton salaire dans dans les actifs. Donc, l'entrepreneuriat est un levier qui permet d'accéder rapidement à la richesse. Tu veux dire? Pas compris. Tu veux dire le salariat ou Non, l'entrepreneuriat? l'entrepreneuriat Et un levier qui, permet d'accéder rapidement à la richesse. Bon, toutefois, ça doit si pas être, tous les entrepreneurs ne sont pas riches, ça, il faut aussi le noter. Parce que, bon, déjà, je suis pas d'accord avec le premier point, mais je te laisse continuer d'abord. Non, parce que je dis auparavant, Oui. l'entrepreneuriat était conçu comme quelque chose d'assez ringard. Ce sont les gens qui n'avaient pas la notion de il faut aller à l'école, qui avaient la connotation d'entrepreneur. Nous, le rêve qu'on nous a vendu, c'est il faut aller à l'école, se former, avoir des diplômes et trouver un bon job. Et ça fait l'affaire, quoi. C'est ça. Mais maintenant, avec le monde actuel, on fait que le game, il ne fonctionne pas comme ça. C'est ça. Uniquement avec le salaire, tu t'en sors pas. Ça dépend des salaires. Encore une fois. Ça dépend des salaires. Il y a des gens qui ont de très gros salaires et En qui fait, arrivent à vivre normalement, mais ils disent que le système est conçu de sorte que ils font de telle sorte que ce qu'ils te donnent, ils garantissent que tu vas les utiliser. oui. S'ils te donnent 10 millions, ils s'assurent que ton niveau de vie va épuiser ces 10 millions. Bon, déjà, bon, ça remonte sur quelque chose qui date de très longtemps, hein. C'est d'où vient le salariat. Je vais pas reprendre tous les soirs. Mais au début, la personne, ou bien en tout cas les personnes qui ont vraiment travaillé sur le modèle du salariat, le salariat moderne, comme on le dit, le but en fait c'était de construire des profils de travailleurs, de personnes qui peuvent travailler de 8 heures à 17 heures. C'est pourquoi à l'école, on a les mêmes horaires que les travailleurs. Tout est vraiment mis en place pour que tu quittes l'école, tu aies un profil qui peut travailler, qui correspond au salariat. Mais encore une fois, c'est pas forcément que qu'on est salarié et qu'on peut pas
vivent aisément. Il y a des personnes qui sont salariées et qui vivent aisément. Mais par contre, tu dépends d'un robinet. Si jamais le robinet coupe, tu n'as plus de revenus. C'est un peu ça le risque. C'est pourquoi les gens qui disent que le salariat n'est pas risqué, c'est tous les jours, tous les mois, voilà. Tu as la certitude que tu vas gagner un salaire fixe, c'est vrai. Mais en termes de risque, je trouve, c'est mon avis, je trouve que le salariat est plus risqué que l'entrepreneuriat. Maintenant, en termes de, vous, parallèlement à ton job de salarié, vous êtes dit que je vais lancer e-comcom. Il s'agit de faire quoi? Et pourquoi tu as décidé de lancer e-comcom Consulting? D'accord. Déjà, moi, il faut savoir que je suis coach dans la gestion des finances personnelles. Ce que je fais, c'est très simple. J'aide les gens à mieux gérer leurs finances, à reprendre le contrôle sur leurs finances personnelles dans l'optique de mieux vivre. C'est très simple. Parce qu'en fait, les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup de pères de famille, beaucoup de jeunes, même des non-jeunes, qui vivent ce qu'on appelle le stress financier. C'est quelque chose qui existe, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et ça crée beaucoup de choses. Ça crée des conflits, ça, ça peut même jusqu'à créer des maladies, de vraies maladies. Après, on va essayer de suivre le processus. Quelqu'un qui gagne, par exemple, 50 000 francs, 100 000 francs, comment toi, en tant que coach, tu peux l'aider à gagner 1 million? Et après, s'il gagne ces 1 million, comment il peut le fructifier, comment il peut économiser, comment il ne peut plus avoir à ce stress financier qui le guette tout le temps à la fin du mois? Déjà, faut comprendre, il y a plusieurs étapes, comme tu l'as dit, hein. Il y a une personne qui, en fonction de son niveau de vie, qui gagne un revenu qui lui permet de vivre aisément, mais il n'arrive pas à mettre de côté, ou bien, en tout cas, il n'arrive pas à vivre en dessous de ses moyens, tellement il a des charges. Lorsque le revenu est vraiment très faible, je conseille à la personne de développer de nouvelles compétences qui vont lui permettre de gagner plus. C'est le truc la plus simple parce que je dis en général que gagner plus d'argent, il n'y a pas de limite, c'est infini. Par contre, tes dépenses, peu importe comment tu optimises, à un moment donné, tu seras bloqué. Parce qu'il y a des dépenses que tu devras faire forcément. Du coup, tu peux optimiser à gauche, à droite. Mais si c'est vraiment limité, à un moment donné, tu vas devoir développer de nouvelles compétences pour avoir plus. Par contre, il y a des personnes qui ont des revenus qui sont assez considérables. Là, en fait, c'est plus une question de gestion. Il faut les aider à bien gérer leurs finances, de telle sorte à vivre en dessous de leurs moyens. Je donne un exemple très simple. Une personne qui gagne, je prends un exemple, une personne qui gagne 500 000. L'idée serait de voir comment il peut vivre avec 400 000 ou bien avec 450 000. Et avec cette marge qu'il laisse tous les mois, voir comment il peut essayer de créer de la richesse avec ça. Maintenant, tout ça, c'est beau. Mais vous conviendrez avec moi que tout le monde ne gagne pas 500 000. C'est vrai. Ici, le salaire médian, c'est 70 000, 100 000. Concrètement, moi qui Le gagne, salaire médian avec quelle statistique? bon, le salaire moins, ici, si on prend la majorité des personnes, je ne parle pas des fonctionnaires et des gens qui travaillent dans les grandes entreprises, mais les gardiens, ceux qui travaillent dans les voiries, la moyenne, c'est 100 000. Les chauffeurs, ils sont majoritaires. Je ne parle pas aussi du secteur informel, on peut les considérer comme des entrepreneurs, mais d'une personne lambda. Après lui, Mais est-ce qu'ils sont... le chiffre n'est pas ici important. Ce qui est important, c'est la petite revenu. Il a peut-être des dépenses de 500 000 alors qu'il gagne 100 000, alors qu'il gagne moins de même 100 000 ou bien 150 000. Pourquoi il a des dépenses de 500 000? Bon, il y a la société, comment les gens vont me percevoir. Là, tu touches un point très Bon, important. Là. c'est toujours au Sénégal, on dit teranga aduna bot. Quand tu reçois un salaire, il faut que ça se reflète sur toi. Et je vais même lire un post et puis on va le commenter ensemble. Vas-y. Il y a l'histoire de quelqu'un, un salaire, bon, c'est un stagiaire. Je vous cite, il passe d'un stage à un CDI. Son revenu passe de 75 000 francs à 300 000 francs. Pourtant, il va se débrouiller pour augmenter son train de vie en un mois et passer d'un bon pain-thon de boutique du coin à des croissants de chocolat. Ouais, ça fait pâlir, hein. Accompagné d'un excellent café au lait tous les matins.
Après, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va faire comprendre à toute sa famille et à son entourage qu'il gagne maintenant beaucoup d'argent. Bon, j'imagine que 300 000, c'est... Et pour le prouver, il va multiplier les engagements sociaux et répondre, t'inquiète, je gère. Chaque nouvelle demande, il va également commencer à financer la petite Aïcha, sa copine, comprenez pas par là, qu'il courtisait en silence depuis des années, mais sans succès. Resto, cinéma, tous les week-ends sorties cadeaux d'anniversaire anticipés, les Yango aussi. Bon, Aïcha, elle est belle et elle ne peut pas s'exposer au soleil. Et puis, petit à petit, il s'enfonce sans s'en rendre compte. Il est en train de creuser sa propre tombe. Après, sans le savoir, alors, s'il te plaît. Après, ça, c'est le conseil. C'est ça. Quelle est l'erreur qu'il a commise ici? L'erreur principale qu'il a commise, c'est l'erreur que commet beaucoup de jeunes. C'est ils commencent une carrière professionnelle avec beaucoup de charges. Et en fait, ils se mettent la pression eux-mêmes. Sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est la vie fonctionne d'une manière très simple. C'est lorsque tu commences d'une manière volontaire à 20, tu peux plus reculer. Ou c'est très difficile de reculer. La vie avance. Tu vas aller après à 25, à 30, à 100. Les charges vont évoluer très vite. Mais c'est ça, avoir de l'ambition. Non, il y a deux choses. Avoir de l'ambition par rapport à quoi? C'est-à-dire que tu peux avoir des charges, les charges nécessaires et indispensables que tu gères. Je prends un exemple. Tu peux passer de stagiaire à CDD. Maintenant, tu touches un bon salaire. Pour toi, en tout cas, c'est un bon salaire. Tu peux aider ta famille, mais dans la discrétion. Tu n'es pas obligé de le montrer. Parce que plus tu le montres, plus tu auras une pression sociale qui va t'induire dans beaucoup d'erreurs. Mais ce sont les demandes. Les demandes Quand de... il y a le papa, il est là, il demande, la maman, Non, des fois, les sœurs. Et puis même, il y a le voisin au village qui appelle. Il dit, non, appelle Omar. Il va gérer ça. en Et général, ça se quand on passe. commence à travailler, il y a ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Le syndrome du... Du sauveur. Oui. Bon, Tu peux sauver tout le monde. papa a investi, maman a investi. Donc, il faut que et il y a les frères, les sœurs, il faut que je leur montre que je suis leur grand frère, il faut que je les aide. Oui, mais tu peux les aider, mais à la hauteur de ce que tu peux faire. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que je dis toujours à la personne qu'il faut être honnête avec ses membres, avec ses proches. Mais il faut pas leur montrer des choses que toi-même, tu sais très bien que tu peux pas faire. Lorsque tu as une sœur, tu gagnes 300 000. Tu viens, elle te fait une demande de 100 000. Tu sais très bien que tu n'as pas les moyens de lui donner 100 000. Ou bien si tu lui donnes 100 000, tu vas te mettre dans des difficultés financières très compliquées. Tu l'appelles, vous discutez, tu lui dis sincèrement, j'ai pas les moyens de te donner 100 000. Mais je peux t'aider avec 30 000. Inch'Allah, le jour où j'aurai 100 000, je vais te donner 100 000. Il va dire, ok, elle va dire, ok, d'accord, je comprends, merci beaucoup pour ta compréhension. Est-ce que ça, c'est refusé? Non. Tu l'as aidé, mais à la hauteur de ce que tu peux faire. Et c'est pas, je pense pas que c'est un manque d'ambition. Après, ils vont dire que non, dafa naïf. Et Ah non, mais, ce poids qu'on porte à voir tes propres sœurs ou bien tes camarades même te dénigrer sur ce point, alors que ce que tu supportes, tu le sais pas. Eux aussi, ils le savent pas. Mais, dañu am yaakaar ci yow, comme on dit. Et en bon musulman, des fois, même Dieu n'a pas un consensus à 100%. Il y a des gens qui croient pas en Dieu. Pourtant, il y a toutes les preuves visibles que Dieu existe. On se comprend. mhm, Du coup, si tu t'attends à que toutes les personnes disent que oui, lui, machallah, il est vraiment très, et que tu veux réussir comme mhm. ça va être très difficile. Il y aura forcément des gens qui vont dire qu'il est naïf, voilà, il y aura. Mais en tout cas, toi, fais de ton mieux, que tu aies la conscience tranquille, que tu aides les gens que tu peux aider à la hauteur de tes moyens, mais évidemment que tu fasses tout pour avancer. Mhm. C'est le plus important. Est-ce qu'on va définir un plan d'aide? C'est-à-dire, on va budgétiser. Quand le salaire tombe, on dit que telle partie c'est pour aider, telle partie c'est pour faire telle chose, telle. Est-ce qu'il faut avoir un plan de financement ou bien un plan de dépense? Tu peux l'avoir, ça dépend, tu peux l'avoir. Et même au contraire, moi, des fois, je dis à des gens qui avaient beaucoup d'imprévus sociaux, je leur dis, à la place, en fait, faut rendre prévisibles les imprévus. C'est une manière de parler. Mhm. Je leur dis qu'en fait, au lieu de tout prévoir, sauf les imprévus, mettez de l'argent de côté pour les imprévus.
Lorsqu'une personne vient, vous piochez là-bas et vous lui donnez. Donc, Omar, le problème, selon toi, il est structurel ou bien il est mental? Bon, il y a une part des deux. Comme je t'ai dit, il y a une part qui est assez psychologique avec la relation que les gens ils ont avec l'argent. C'est un travail qu'il faut faire sur ce point. Mais il y a également un point de vue structurel. Déjà, comment nos économies sont structurées. Et même là, bon, même là aussi, il y a un paradoxe, hein, parce que tu vas voir certaines personnes comme les jeunes qui prennent les pirogues. Ils prennent les pirogues parce qu'ils pensent qu'il est plus facile de réussir dans d'autres pays, les pays qu'on dit développés. Ce qui peut se comprendre. Mais moi, je dis, c'est moi qui l'ai dit. C'est mon avis. Justement, vous qui avez fait le chemin inverse. C'est ça. Moi qui ai fait les deux. Parce qu'une personne qui a fait les deux connaît mieux, je pense, qu'une personne qui n'a pratiqué que l'un des côtés. Moi, je dis qu'il est beaucoup plus facile de réussir financièrement ici que dans les autres pays, que dans les pays développés. Pourquoi? Je dis parce que, je l'ai dit tout à l'heure en off, il y a plus d'opportunités ici. Un pays qui est développé, on dit que ce sont des pays où tout est déjà fait. Oui, il y a des opportunités, mais c'est pas comme ici. Nous avons des pays où tout est à faire. Il y a des problèmes dans toutes les niches. Toutes les niches. L'élevage, l'agriculture. Tu descends ici, tu vois une dame qui fait quelque chose, tu peux détecter un problème et tu vas essayer de le résoudre. Et je pense peut-être qu'on va revenir par rapport à Bon, l'approche qu'il faut justement, avoir par la rapport à... question qui allait suivre, c'est que ici, beaucoup de jeunes veulent entreprendre, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Comment c'est pour- Quel secteur, quelle niche, comment trouver la bonne niche ou bien le bon canevas pour avoir un business florissant. D'accord. Je vais donner deux points. Deux points que les jeunes pourront utiliser comme base. Le premier point, c'est, j'en ai parlé, ça touche, c'est indépendant du pays. C'est le fait que un business doit proposer des solutions qui résolvent des problèmes. Des problèmes bien connus. Connus par tous, de tous, et reconnus. Et qui sont durs aussi. On dit des fois que plus un problème est dur, plus la solution que tu proposes, les gens vont payer pour ça. Plus il y a la difficulté, plus la personne est blessée par quelque chose, plus si tu lui proposes une solution comme c'est l'hôpital, les médecins, plus la personne sera enclin à payer. Du coup, le premier point, c'est vraiment que être focus sur résoudre des problèmes et pas juste faire du business pour de l'argent, vendre. Trouve un problème, crée une solution qui résout ce problème. Et évidemment, il y a la partie marketing, tout ça, faire de sorte que les gens connaissent ton produit. Mais c'est ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous sommes encore une fois dans des pays. J'aime bien prendre l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays qui est, je pense, en termes d'habitants, c'est à peu près 200 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Tu viens au Nigeria, tu trouves une niche de vendre du riz. Tu vends du riz, tu deviens milliardaire. Évidemment, si tu t'y prends bien. Il y a des niches comme ça qui sont propres à l'Afrique, parce que nous sommes plus peuplés que certains pays, à part l'Asie. Ce sont des niches où si tu trouves un problème et que tu résous une solution par rapport à ça, tu peux gagner beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup. Mais je ne dis pas que c'est facile encore une fois. Je dis juste quelle est la posture à avoir. La posture à avoir, c'est non seulement tu résous un problème qui est reconnu et dur, et tu touches des niches qui sont comme des niches qui sont évidentes que tu vas vendre, comme de l'eau, la nourriture, des choses comme ça, le transport, etc. Est-ce que pour trouver la bonne niche, on a besoin de chercher un peu loin? Parce que ici, le problème, c'est que c'est ce qui entreprennent. Problème, solution. Et entre les deux, il y a un problème, tu essaies d'apporter une solution et entre les deux, tu te fais payer. Mais la majeure partie du temps, on crée un problème qui n'existe pas. On apporte une solution à ce problème et on va gagner de l'argent avec cette méthode. C'est ce que font les Donc, ça jeunes. devient compliqué. C'est très difficile. C'est très difficile parce que Parce là, qu'on nous a après, dit qu'il faut innover. innover. Tu peux innover dans la manière d'apporter la solution. Mais les problèmes sont là. Un problème qui n'existe pas, tu peux le créer. On se comprend? Tu peux le Non, créer, je veux dire. je voulais dire, soit tu vois un jeune, il est dans des startups, il veut créer, par exemple, quelque chose qui fait déplacer peut-être, ou bien qui te permet de choisir les habits. Alors qu'ici, on n'a pas besoin.
au réveil d'avoir des machines ou bien des robots qui disent il faut porter telle couleur, telle couleur, telle couleur. C'est un problème, certes. C'est un Mais problème, oui, mais qui n'est est-ce que pas, qui n'est pas qui n'est pas, adapté qui n'est à pas notre adapté, contexte. c'est ça. Donc Du ça, coup, peu importe la technologie que tu vas utiliser, si la solution ne résout pas un vrai problème qui est adapté à notre contexte, il sera très difficile de le vendre. et je vais revenir un peu en arrière. En tant que coach, quelles sont les erreurs que tu vois le plus ici au Sénégal que nous faisons, que les gens font et qui les empêchent d'avoir un véritable essor? Je vais en donner un pour aller très vite. Un seul. Un seul qui regroupe tout. C'est vivre au-dessus de ses moyens. Ça regroupe tout. Vivre au-dessus de ses moyens. Alors maintenant, on n'a pas encore de moyens. Donc, on part de zéro. Comment quelqu'un qui part de zéro, financièrement devenir stable ou bien financièrement devenir indépendant? Partir de zéro, c'est-à-dire déjà. Partir de zéro franc. Bon, partir de zéro, ça n'existe pas parce qu'il faut, C'est le début, en tout cas. C'est le début. C'est ça? Bon, je C'est le parle début. financièrement. Il faut juste la matière, il faut un savoir-faire pour démarrer. Mais je parle de quelqu'un qui Qui débute. a juste, oui, qui débute, a juste l'idée, mais n'a pas encore les financements pour financer son projet. Je l'appelle quelqu'un qui débute, qui commence à zéro. Quels sont les steps, les levels qu'il doit franchir pour, à partir de zéro, il va atteindre le million, il va atteindre le milliard. Sénégal, avant tout, c'est possible au Sénégal. Entre le million et le milliard, c'est tellement loin, c'est tellement large. C'est un fossé. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais avant, est-ce que c'est possible déjà, au Sénégal? Déjà, de répondre à la question pour aller au milliard, je ne suis pas encore milliardaire. Du coup, c'est très compliqué de te donner la réponse. Honnêtement. Mais bon. Je vais te donner une réponse qui est assez générale. Quitter 0 pour aller à 1 million ou 1 million pour aller à 10 millions, 10 millions pour aller à 100 millions, ça ne demande pas les mêmes compétences. Les compétences qui sont demandées pour quitter 0 ou 10 000 ou 20 000 ou 100 000 pour aller à 1 million, ce ne sont pas les mêmes compétences qui vont te permettre de passer de 1 million à 10 millions. Ce ne sont pas les mêmes qui t'aident de passer de 10 millions à 100 millions. Bon, je te coupe pas, mais j'entends dire que avec la scalabilité, bon, c'est plus facile d'atteindre, de passer de 10 millions à 100 millions que de partir de zéro et d'avoir 10 millions. Oui, plus facile ou pas, ça c'est autre chose. Je dis juste que ce ne sont pas les mêmes compétences. Plus facile ou pas, ça dépend des secteurs. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais d'une manière générale, ce ne sont pas les mêmes, en tout cas les mêmes compétences, la même posture qui t'aide à passer de millions à milliards, par exemple, qui sont deux niveaux très, très lointains. L'autre chose, c'est, j'ai entendu beaucoup de businessmen le disent, les businessmen français, américains, même certains Sénégalais, avant de répondre à ta question précisément. Il faut vraiment être dans la posture de savoir prendre des risques. On dit en général, c'est une théorie qui peut être appliquée. Pour avoir 1 million, il faut être prêt à risquer ou à investir 200 000 ou 300 000. Pour avoir 10 millions, il faut être prêt à risquer ou à investir 1 million, 2 millions, 3 millions. Pour avoir 100 millions, il faut être prêt à risquer 10 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions. Investir. Sans ça, il sera très difficile d'atteindre certains niveaux. Du coup, moi, le conseil que je donne à une personne qui débute et qui va atteindre un certain niveau, c'est déjà juste très, très simplement de se fixer des objectifs qui sont clairs. J'ai l'habitude de dire, de toute façon, toi là, je te disais, il faut lire mes posts LinkedIn parce que j'en parle beaucoup. J'ai l'habitude de dire qu'il faut définir un objectif qui est SMART. SMART, c'est SMART déjà comme en anglais, mais aussi intelligent. Mais c'est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable et réaliste et qui est temporellement défini. Tu structures vraiment ton objectif de telle sorte que tu sais exactement ce que tu veux, quand tu le veux et comment tu le veux. Encore une fois, c'est un désir. Est-ce que tu vas l'atteindre ou pas? Ça, tu n'es pas sûr. Ce n'est pas une certitude. Mais au moins, tu fixes un objectif et tu essaies de te donner les moyens matériels, psychologiques pour l'atteindre. Quand tu débutes vraiment, si en fait tu n'as pas d'objectif, il va être très, très difficile d'avancer dans la vie. Ou du moins, tu vas avancer dans tous les sens. Pour investir, il faut une épargne. Mais on sait que c'est difficile d'épargner. Il faut une épargne. Je n'ai pas dit qu'il faut une épargne. Non, ça m'engage, c'est moi qui le dis. Pour investir, il faut épargner.
Pour investir, non. Ça, c'était par rapport pour les niveaux. Ça, c'était par rapport à la personne qui veut gagner 1 million. Lorsque tu débutes, tu débutes pas avec un objectif d'avoir 1 million. Tu viens pas, tu dis que tu es à zéro, tu dis que demain je vais avoir 1 million. Non, c'est pas comme ça. Tu dis que si tu es à zéro, tu cherches à avoir 50 000, 100 000. Après 200 000, 300 000. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure de 1 million, 10 millions, c'est plusieurs étapes. Mais tu commences par 100 000, 200 000. Une personne qui est à zéro, peut-être qu'elle va chercher à avoir 50 000, 100 000. Et là, si tu es à zéro vraiment, c'est que tu utilises ta tête. Je pense que c'est le plus simple. Et maintenant, avec les technologies, il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits, qui permettent vraiment de gagner de l'argent. Je pense que tu connais, qui permettent de gagner de l'argent sans pour autant devoir investir de l'argent. Mais est-ce que ça va être, Comme les réseaux sociaux. ça va être des business qui permettent d'avoir une véritable assise financière? Non, mais ça peut être un début. Un début qui te permet de gagner de l'argent. Ça peut amorcer le processus. C'est ça. Tu Donc, augmentes le processus, tu gagnes de l'argent. Et dans cet argent que tu gagnes, tu essaies de voir comment gagner plus. maintenant, comment Comment faire plus? évoluer. Soit on épargne ou bien on investit de facto. Parce que l'épargne aussi, des fois, ça nous permet d'avoir une petite sécurité derrière, Un fonds d'urgence. en fond d'urgence. Donc, on sait cette étape, ou bien on épargne, ou bien on attaque directement. On gagne 50 000, on réinvestit les 50 000, ou bien sur les 50 000, on prend 40 000 qu'on a investi et les 10 000 qui restent, on le fait en épargne. Ok. Déjà, tu verras que moi, dans mes récits ou bien dans mes écritures, c'est très rare que je dise que la personne doit mettre 10 000, que la personne doit mettre 20 000. Les contextes sont très différents d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui peuvent épargner chaque mois 400 000. Il y a d'autres, ils peuvent épargner 100 000. Il y a d'autres 100 000, c'est compliqué. Tout dépend du contexte de la personne. Le plus important, c'est déjà de savoir vivre en dessous de ses moyens. Tu as une marge, au moins. Et cette marge, à toi de voir, est-ce que tu investis une partie et tu mets de côté une petite partie, comme tu le dis pour la sécurité. Mais si tu aspires vraiment à faire croître ta richesse, à gagner plus d'argent, il faudra forcément investir. Maintenant, quel est le quota? À toi de voir. Moi, j'ai des difficultés financières. Je viens vers toi. Je veux un plan sur 12 mois. On est au mois de mai. Et je veux avoir 10 millions à mai 2027. Quelles sont les 12 étapes que je dois suivre pour y accéder? Déjà, bon, je vais répondre à 2 questions. Euh, Ce que je fais tous les jours, c'est j'aide les personnes, d'abord, c'est ma mission première, j'aide les personnes à mieux gérer l'argent qu'ils ont déjà. C'est très différent d'aider une personne à gagner plus d'argent. Maintenant, une fois que la personne, ça c'est-à-dire du coup en fait c'est une personne qui gagne déjà de l'argent, qui a un certain niveau de revenu, mais qui n'arrive pas à l'organiser. Je l'aide maintenant à l'organiser et en fonction de ça, s'il veut mettre en place des stratégies d'investissement, là je peux l'aider je peux le conseiller. On se comprend? Mhm. Mais je ne suis pas une personne sur une longueur, sur 5 mois, 10 mois, et je ne fais pas de promesses par rapport au fait que tu auras 10 millions dans 10 mois, 5 millions dans 2 mois. Je ne travaille pas comme ça. Comme nos coachs d'aujourd'hui, Comme les coachs de... Oui, non, non, ouais, qui vendent du rêve. moi je dis vraiment que j'aide les personnes à reprendre le contrôle de leurs finances. Une personne qui est perdue, qui gagne de l'argent, hein, mais qui est perdue. Il y en a beaucoup. Il y a un père de famille qui avait un revenu de 1,4 million en net, mais qui était tous les mois dans le découvert, moins 200 000. On a travaillé pendant 3 4 mois. Maintenant, il est tous les mois dans le vert et même il arrive à mettre de côté. Il a quitté moins 200 000 à plus 150 000. Il arrive à mettre de côté chaque mois 150 000. Pourtant, il vit bien avec le même revenu. Bon, sans être indiscret, qu'est-ce que tu lui as dit factuellement? Il faut prendre la formation. Ça, c'est le coach qui parle. Il s'est fait vendre, hein? C'est un peu ça. Mais je pense que j'ai donné pas mal d'informations ici. Après, comme faut le comprendre, c'est lorsque tu accompagnes une personne, c'est pas en fait, ce ne sont pas des chapitres qui sont préfaits que tu appliques directement. Tu plonges dans la vie de la personne et tu lui apportes des solutions individualisées qui sont vraiment customisées par rapport à sa vie, son contexte. Bon, je pense que l'essentiel a été dit et l'essentiel a été compris. Maintenant, J'espère. on peut attaquer les questions à réponse rapide. Vous êtes prêts? Vas-y. Quelle est la définition de la richesse selon toi?
Je pense que, comme je l'ai dit, si on parle de la richesse financière, c'est avoir des revenus passifs qui te permettent de subvenir à tes besoins sans pour autant devoir travailler tous les jours. D'après cette définition, est-ce que tu es riche? Je vais pas répondre d'après cette définition, je suis riche en vie. J'ai une belle famille, je me plains pas financièrement, je remercie Dieu et j'espère gagner plus, C'est beaucoup ça la plus. richesse pour toi, la famille? Ça en fait partie. Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous? D'une personne, d'une personne très pieuse, très généreuse et très humble. Si aujourd'hui était la fin de votre vie, est-ce que vous seriez content de votre passage sur Terre? Oui, oui, je remercie Dieu. Je suis content. Si vous avez la possibilité d'écrire un message et que tout le monde le voit en même temps, ce serait quoi? C'est assez difficile comme question. Euh, je dirais, je dirais juste avancer sans savoir ce que la fin nous réserve. Ton plus grand regret? J'en ai pas. Je vis dans le présent. Ce que vous détestez le plus chez les Sénégalais? Non, j'aime tout chez les Sénégalais. Un livre qui vous a marqué? Massalikul Jinaan de Serigne Touba. Une personne que vous aimeriez qu'on invite dans Esprit Positif? Euh, une personne que j'aimerais que vous invitez dans Esprit Positif, il y en a plusieurs. Je dirais peut-être c'est un nom qui m'est venu à la tête. Mhm. Un message d'espoir à cette jeunesse qui vous écoute, qu'avez-vous envie de leur dire? Il faut rêver et croire à mon rêve. Votre mot de la fin et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une longue vie et beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Bon, on va clôturer sur ces mots. Beaucoup d'argent et une longue vie. Il faut savoir que on peut manquer d'argent une partie du temps, mais on ne peut pas manquer d'argent pendant tout le temps. Et ce qui est le plus dangereux, c'est pas de manquer d'argent, mais c'est de manquer de vision, de discipline et de stratégie. Parce qu'au final, l'argent n'est pas une fatalité. C'est juste un moyen matériel qui n'est pas encore là. Et à la fin de cette discussion, j'en suis sûr que demain, vous en ferez plein les poches. Merci à l'invité d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. À très, très bientôt. Peace and one love.